Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dans son intervention au deuxième jour du deuxième congrès du NMP, le président Bondakani a martelé que la distribution de l'électricité au Cameroun, ou en Afrique, est coloniale et calquée sur le modèle français. En fait, l'Afrique subsaharienne fait face à des problèmes d'alimentation électrique chroniques, notamment une faible capacité de production, une faible connectivité, une fiabilité médiocre et des coûts élevés, qui freinent le développement. Suivons maintenant l'intervention du président Bondakani, qui pose le problème de la mauvaise distribution de l'électricité au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Suivons. Premièrement, je ne sais pas si on a déjà dit le dernier mot sur l'électricité. Pourquoi j'aborde, je commence comme ça? Parce que la culture électrique camerounaise, que ce soit en termes de production ou de distribution, est directement calquée sur le modèle français. Je parle sur son contrôle. C'est directement calqué sur le modèle français. Or, le modèle électrique français, quand il débarque ici, c'est un modèle purement colonial. Alors, même les études supérieures qui sont faites s'inscrivent toujours dans ce schéma-là. Et il y a un problème. Si on ouvrait un peu nos horizons, si on ouvrait nos horizons en la matière, on aurait beaucoup de surprises. Hein? On aurait beaucoup de surprises. Vous voyez d'abord ça. Donc, la production électrique au Cameroun est coloniale. C'est-à-dire que la manière dont on aborde ça, c'est la manière coloniale. Or, le principe de la colonisation, ce n'était pas la satisfaction des droits des Camerounais. C'était de satisfaire les droits, les besoins des Blancs qui étaient là. Cela n'a pas changé. Alors, ce qu'on appelle l'évolution, c'est quoi? C'est que simplement, les Blancs étant partis, la bourgeoisie administrative a remplacé les Blancs. Le secteur public s'est développé en termes de fonctionnariat, avec ses annexes. Il y a donc les besoins dont on parle. Ce sont les besoins des fonctionnaires. Ce sont les besoins de l'administration et tout ce qui est affilié à ça. Donc, dans l'idée, le consommateur blanc a été remplacé par un type de consommateur, les fonctionnaires et les entreprises. On n'a jamais intégré dans cette affaire la nécessité de satisfaire d'abord les besoins populaires. C'est ça le problème, c'est ça le principe. C'est ça le principe, le problème de base, c'est ça. Donc, point de vue, ce n'est pas un problème technique, parce qu'en matière de technique, je ne sais pas ce qu'il y a encore à développer en la matière en termes d'électricité. Dans le monde, c'est tellement avancé que si on décolonisait le schéma en la matière et qu'on cessait de regarder Paris, mais les horizons s'ouvriraient immédiatement en la matière. Bien sûr. Donc c'est ça le problème. Le schéma n'a pas changé. Le schéma n'a pas changé. Donc, fondamentalement, c'est ça le problème. Comment est-ce qu'on aborde la question de l'énergie électrique au Cameroun? Et directement, vous voyez, il m'a dit l'homme politique, oui, c'est clair. L'homme d'État camerounais, le politicien camerounais, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le problème qu'il a, à première vue? Ce sont les contraintes qu'il gère. Quand vous avez une structure inexistante qui est dominée par Paris, historiquement, qui est dominée par Paris, la première chose qu'un dirigeant politique a à faire, c'est soit je satisfais Paris, soit j'intègre la contrainte parisienne dans mes choix. Donc, dans ces choix, ce qui compte, ce n'est pas d'abord les besoins du populaire. Parce que la manière dont l'existant est organisé fait que le rapport de force est à la faveur de Paris. Donc, soit je satisfais Paris d'abord prioritairement, je ne touche pas les entreprises françaises qui sont dans le secteur, je ne touche pas le schéma qui est là pour ne pas brutaliser l'existant parce que je n'ai pas en main une alternative immédiate en termes de remplacement au regard du fait que j'ai d'abord à gérer les contraintes politiques, soit je tiens compte que Paris a les capacités de nuisance en la matière, je commence à manœuvrer. Quand un État commence à réfléchir comme ça, la priorité, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple. Non, le problème, il est là. En termes comme demander, bon, l'homme politique, c'est comme ça qu'il faut d'abord voir cette affaire. Ça fait donc que le système colonial, qui est devenu néocolonial, ne développe pas une compétence interne digne de son nom pour maîtriser le secteur. Vous voyez toutes nos entreprises, n'allons pas loin, regardez le port. Prenons le port autonome. Qu'est-ce que Bolloré nous a servi pendant pratiquement 20 ans? Qu'est-ce qu'il a fait?
On nous a fait croire que, non, il n'y avait pas de... Qu'est-ce qu'on nous a dit? Que les entreprises par publiques ne valaient plus rien à l'époque. Et qui fait même le vendre ça au plan symbolique. Régis fait comme pareil. Bien sûr. Le port pareil. Tous nos bijoux de famille, on nous a dit que ça ne valait rien. Il fallait liquider tout ça. Ça ne servait à rien tellement c'était pourri. Mais qu'est-ce qu'on a observé? Dès que les mêmes personnes prennent, qu'est-ce qu'on voit? Ils ne changent rien. Et la structure commence à produire des bénéfices. Vérité. Mais quelle est la magie qu'ils font? Aucune. Si ça ne vaut rien, ça ne produit pas de bénéfices. Que ce soit avec l'État, ni avec le privé. Mais comment par miracle, une structure qui ne vaut rien, dès que le privé prend, il n'investit rien, il ne change rien, il ne change rien, il change pas le... D'abord, il licencie ce qu'il peut licencier déjà pour gagner le cash flow. C'est-à-dire, il peut faire un travail que par exemple 10 personnes faisaient, il peut faire ça par 2 ou 3 personnes, il gagne immédiatement le cash flow. Claire. Là, immédiatement. Claire. Mais le même Camerounais travaille là-bas. Bien sûr. Mais par quelle magie il fait les bénéfices? Bonne question. Ça veut dire que cette structure n'était pas pourrie. Bien sûr. Elle n'était pas pourrie. Elle était mal gérée. Bien sûr. La gestion n'était pas efficiente. Elle n'était pas pourrie. Et le plan autonome démontre ça aujourd'hui. Bien sûr. Moi, j'avais voulu réserver un espace dans ce moment, dans ce congrès, pour que le port autonome vienne expliquer les raisons de sa performance. J'avais décidé, malheureusement, le timing de la direction du port n'a pas coïncidé. Le directeur général du port était en voyage, parce que envoyez-nous, venez expliquer au Camerounais comment vous faites, pour qu'on voit. Et les performances du port sont extraordinaires. Claire. Extraordinaires. Bien sûr. Regardez ce qu'en moins d'1 an, le port a fait. Bien sûr. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Les performances du port autonome de Douala. Il dit en moins d'1 an. Il dit en moins d'1 an. Donc, moi je pense que c'est d'abord ça le problème. C'est d'abord ça le problème, c'est le caractère, la continuité du schéma colonial de la production, de l'idée même, l'idée de l'accès des populations à l'énergie électrique. Cette idée-là est fondamentalement coloniale. Deuxièmement, je pense qu'il y a un problème sérieux de formation. C'est-à-dire que quand je parle de la formation, ce n'est pas seulement au niveau de l'entreprise, ce n'est pas seulement au niveau du secteur en tant que tel, de ceux qui gèrent l'entreprise. C'est la manière même donc comment le pays aborde son avenir en termes d'énergie. Je veux par là dire quoi? Est-ce qu'on produit suffisamment d'ingénieurs, de techniciens spécialisés en la matière, de manière à rendre le pays autonome? Il y en a suffisamment. Vous dites qu'il y en a suffisamment? Bon, s'il y en a suffisamment, le débat est clos. Voilà, il faut les recruter, les utiliser. Voilà, s'il y en a suffisamment, le débat est clos. À ce moment-là, c'est un problème purement politique qui a de se poser. Et en la matière, je viens de l'indiquer, c'est les rapports de force entre nos États et Paris. Heureusement, ça évolue. On a compris ça. On se bat pour que ça change. Et ça évolue. L'évolution est bonne. Donc, dans l'avenir, on pense que ça serait... Ces questions-là seront complètement décolonisées. Bien sûr. Maintenant, quand on a dit ça, je reviens sur la question du délestage. Moi, je ne peux pas aborder la question du délestage comme l'intervenant l'a fait, même si je comprends sa démarche. Je n'aborde pas ça de façon morale. C'est-à-dire que je sais que nous étions des contraintes. Je sais que l'État, quand l'État fait une concession, l'État a engagé sa signature. Et il est tenu de le respecter. De respecter ça. Ça, c'est un problème qu'il faut tenir compte de ça. Sinon, si un État signe une concession, ne respecte pas ça, entre guillemets, il se met au banc de la communauté mondiale. Je ne dis pas la communauté internationale, je dis la communauté mondiale, parce que la parole de l'État n'est plus crédible. Donc, il y a des engagements qui ont été pris dans des conditions très difficiles à l'époque, conditions très difficiles, où il y avait des pressions politiques extraordinaires de la Banque mondiale, du FMI, sans compter une certaine ignorance populaire. Tous ces éléments se sont conjugués pour affaiblir la capacité de négociation de nos États face à ces structures-là. Donc on a bradé les bijoux de famille. Alors, on les a bradés simplement. Terriblement. Et si vous bradez un bijou de famille, ça veut dire que c'est que l'acquéreur, l'existant qu'il trouve dans les conditions de bradage, il va détériorer ça davantage. Claire. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, il n'investit rien.
Il exploite seulement. L'un des problèmes que nous avons dans cette entreprise, c'est qu'on vient seulement exploiter. Bien sûr. C'est-à-dire, le gars dit, il y a 2 millions d'abonnés. Il regarde, 2 millions d'abonnés, ça me rapporte combien? Il ne cherche pas à investir plus. Il ne dit pas que bon, je dois passer de 2 millions d'abonnés à 10 millions d'abonnés, à 5 millions d'abonnés sur 2 ans, sur 3 ans. S'il fait comme ça, il va abolir ça différemment. Il dit comment là, comme c'est une concession, comment sur les 2 millions d'abonnés, je gagne des milliards. Claire. Et du coup, il va truquer la facturation. Bien sûr. C'est cela qu'il s'agit. Bien sûr. Quand vous discutez avec Eneo, c'est de ce que je suis de très près. J'ai plein de camarades qui ont des problèmes avec ces gens-là et j'ai d'accompagner pour voir comment ça fonctionne. Et plein d'autres Camerounais. Mais vous arrivez à Eneo, on vous donne l'argent. Personne ne vous remet un reçu. Mais est-ce que vous le savez? Vous dit payer, quand vous payez, vous demandez un reçu, personne ne vous remet un reçu. Mais j'étais avec lui. Bien sûr, Monsieur le Président. Mais on dit payer. Donnez-moi un reçu. On ne vous donne pas un reçu. Mais ça veut dire quoi? C'est évident. Ça veut dire qu'il y a un système de fraude au niveau de la facturation. C'est-à-dire qu'il y a un système parallèle qui a été mis en place dans l'entreprise pour gagner de l'argent en pressurant les consommateurs. Bien sûr. C'est pas compliqué que ça. C'est clair, Monsieur le Président. Il y a un problème. Dernièrement, j'étais le suivre un cas. On dit, OK, il a fraudé l'énergie. OK, d'accord. Il a fraudé. On présente les documents de l'État qui accompagnent l'entreprise Eneo pour s'assurer qu'on ne fraude pas l'énergie. OK, d'accord. Même ça, que je dis, je peux comprendre. L'État a pris un engagement. Mais maintenant, quand ça va au commissariat, ça va plus loin devant, mais qu'est-ce qu'on observe? On commence à dire négocions. Négocions. Le commandant de brigade ou le commissaire qui est là, ou son représentant, n'est-ce pas? On dit, parle bien. Ça devient un triangle. Voilà. Eneo qui est représenté. Voilà. Le commissariat ou bien le commandant, la brigade qui est représentée et vous négociez. Voilà. Mais c'est toujours la fraude. C'est toujours la fraude là. C'est une négociation. Donc, tu négocies. Quand tu te mets en cellule, tu résistes un peu, ça baisse. Ça baisse. Après, on te dit donc quelque chose, non? Voilà. Quand tu payes, tu rentres. On peut s'entendre. J'ai vécu ça pas une fois, pas deux, pas trois fois. Voilà. Ouais, ça veut dire que quand même que c'est pas ce qu'on croit. Bien sûr. C'est-à-dire que la démarche qui est en cours, c'est quoi? C'est que simplement, exploitons le réseau existant. Et l'État connaît ça. L'État camerounais, il le sait. Il le sait. C'est pour ça que je pense aussi que, bon, il n'y a pas une démarche visant à enfermer systématiquement, entre guillemets, les fraudeurs. Bien sûr. Parce qu'on est conscient des exigences sociales qu'il y a là derrière. Donc, il faut reconnaître ça. Bien sûr. Les Camerounais, il faut reconnaître ça, je sais. Il y a ça. Il y a un jeu. Oui, oui, il faut gérer tout ça. Donc moi, je n'aborde pas l'affaire comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un droit de l'homme. Bien sûr. On ne négocie pas pour respirer. Claire. Si je dois respirer, vous me dites que je dois demander autorisation à quelqu'un, mais c'est la fin de ma vie. Bien sûr. Je respire, point. Ouais. Il n'y a pas un débat que je ne respire pas. C'est pareil pour l'énergie. Une vie normale n'est pas concevable dans les conditions actuelles dans nos villes sans énergie électrique. C'est évident. Ce n'est pas concevable. Et en même temps, les populations sont pauvres. Elles sont désargentées, elles n'ont pas d'argent. Alors, à quel niveau on peut les appeler fraudeurs? À quel niveau? Quels sont les revenus qu'elles ont? Je suis d'accord quand il dit qu'il ne faut pas créer un boulevard comme etc. plus. Mais quand on regarde aujourd'hui, un Camerounais moyen, et il y a très peu de Camerounais moyens, sont très peu. Donc, il y a des super riches qui sont en haut, les moyens sont très peu, l'immense majorité, ce sont les pauvres. Donc ils ont un revenu régulier faible. À partir de quel niveau vous dites qu'ils ont fraudé la lumière? Ça, c'est la question. Est-ce que quand un gars décide, est-ce que quelqu'un qui estime qu'il doit avoir au Cameroun aujourd'hui la lumière chez lui, il a un frigo, je veux me choquer les gens. Puisque vous avez accepté que le climatiseur fait partie de notre vie désormais. On n'a pas réfléchi si c'est ce qu'il fallait faire. On n'aime pas le climatiseur, maintenant on est tous dedans. Est-ce que un Camerounais aujourd'hui peut avoir un climatiseur chez lui, à un certain niveau moyen, un frigo, un frigo, en plus, il a 2 ou 3 chambres dans sa pièce, il doit gérer ça.
c'est être riche, c'est une faveur qu'on lui fait, c'est quoi ou bien c'est un droit. Il y a un niveau de décence en matière de niveau de vie, mais qui est un droit, il n'y a pas de débat là-dessus. Bien sûr. C'est le contraire qui n'est pas normal. Claire. Alors donc, quand on regarde, quand Enio vient, on dit, c'est un consommateur, c'est pas un Camerounais, c'est pas un être humain qui est là, c'est un consommateur. C'est un consommateur qui est là. Et du coup, c'est un fraudeur. Et on lui sort le code pénal. Parce que c'est même, en plus, c'est même criminalisé et c'est pénalisé. On sort le code pénal. Alors moi, j'ai dit à un l'autre jour, parce que quand je suis allé intervenir pour quelqu'un, j'ai dit au commandant qui était là, il dit que c'est bien, monsieur le commandant, c'est bien. Vous sortez le code pénal, non? Mais c'est ce que le FMI et la Banque mondiale font à nos pays. Moins de choses, vous avez signé les conventions internationales. Moins de choses, vous avez signé les conventions internationales. Respectez-les. Et les faux opposants passent leur temps à dire, eux doivent signer les conventions internationales. Mais tout le monde sait que ces conventions sont uniques. Il faut déchirer ça. Claire. Elles sont uniques. On nous a imposé de les signer. Elles sont uniques. Mais pourquoi quand on est en face, en interne, devant les populations, on leur présente un code pénal qui a été voté par les députés aux ordres de multinationales. Bien dit. Des gens qu'on a mis au Parlement pour faire ça. Claire. Comme la loi sur le bail. On dit comment? On a pénalisé le bail. Parce que les ministres camerounais sont devenus les grands propriétaires fonciers, propriétaires d'immeubles. Ils font voter une loi qui les arrange. Claire. Qui les arrange. Et quelqu'un qui n'est pas concerné par cette affaire, hein, qui estime que ses droits fonciers sont foulés, quelqu'un qui estime que, bon, voilà, le droit à loger, c'est négociable. Je pose une question. Est-ce que on négocie ça pour dormir dans une maison? On négocie ça. Ça c'est la question. Voilà. On ne négocie pas ça. Alors, mais quand je suis dans une maison, je n'arrive pas à payer mon loyer, on dit ok, la loi dit que tu vas en prison. Bon, nous espérons qu'ils savent à qui leur loi est orientée, sur qui leur loi est orientée. C'est entre eux. Bien sûr. Entre eux, les grands, les riches, qui peuvent loger dans les immeubles qui coûtent 500 000, fin du mois, 300 000. Donc, si un gars va loger dans un appartement de 300 000, lui-même, bon, il n'a pas un problème. Qui vont, c'est leur affaire de loyer devant les tribunaux, parce qu'ils vont se comprendre. Ouais. Moi, je ne peux pas louer un appartement de 300 000 par mois. Donc, ça ne me concerne pas, ça n'arrivera jamais. Ces petits bails-là qu'on fait dans les quartiers pour vivre là et qu'on sort, ben, on va s'en sortir comment si on commence à dire que c'est une affaire de pénalisation, on s'en sort comment? On va se passer comment? Parce qu'il y a une déficit de logement qui est criard dans le pays. Criard. On fait comment? On fait comment? C'est pareil avec l'affaire des néos. C'est le problème. Donc, de ce point de vue-là, je dis, je comprends très bien l'idée qu'on nous fait un boulevard pour frauder. Mais en même temps, que Néo ne va pas faire la morale aux gens. Pas la morale à faire aux gens. Maintenant, c'est un problème que l'État camerounais doit changer son approche de la question. C'est-à-dire qu'il faut décoloniser la façon d'aborder le problème. Bien sûr. Je ne sais pas si il faut nationaliser. Il y a une position à réfléchir. En tout cas, le principe, ce n'est pas discutable. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans? On va discuter. Parce qu'il y a les nationalisations qui ont foiré. Parce que le contenu n'avait pas été bien préparé. Donc, le problème, c'est le principe, oui. Mais la manière de mettre ça en œuvre, ça demande une profonde réflexion. Moi, ce que je pense, le délestage signifie que Enio ne remplit pas son contrat. Oh. Le consommateur, on n'a pas lui expliqué qu'il n'y a pas de technique là-bas. Il faut couper la lumière. Tout ça, ce sont des abus. Hein. Ce sont des abus. Son cahier de charge, c'est qu'il ne te fournit la lumière en abondance 24 heures sur 24. Claire. Parce qu'on suppose qu'il a des compétences pour faire ça comme ça. Il a signé. Mais chaque jour, pour des problèmes techniques, vous n'avez pas la lumière. Chaque jour. Et l'injustice, c'est quoi? C'est que Enio ne paye jamais ça. Par contre, quand vous retardez 2, 3 jours de payer, on vous coupe. C'est pas normal ça. Oui. C'est pour ça que j'ai signalé le rôle d'Arcel. Ok. Et Arcel doit pouvoir agir. Donc, j'étais en train d'expliquer que le consommateur, le Cameroun n'a pas à savoir si Enio a des problèmes techniques. On s'en fout, ça ne nous concerne pas. Donc le délestage, c'est que normalement, on devait pénaliser Enio pour ça.
Clair. Et nous, on a mené une bataille dans ce pays par rapport à ça dans les années 2000 là. 2000. Les campagnes de l'estage portent notre marque. À l'époque, j'étais au Manidem. C'est nous qui avons lancé ça. Et j'ai appris pendant ce moment-là, et j'ai appris une chose, c'est que quand les populations sont organisées, les choses avancent vite. Clair. À cause de notre action, l'État était obligé de prendre les choses en main. Bien sûr. On a fait la pression et les bandits qui avaient à l'époque cette entreprise-là ont commencé à faire des investissements pour augmenter l'offre énergétique. Bien sûr, le choix de l'énergie thermique posait un problème sur le plan écologique, entre guillemets. Bien sûr. Mais on a vu comment en un temps record, on pouvait faire ça. Bien sûr. Parce qu'il y avait la pression et l'État était obligé de faire un plan. Clair. Construire des barrages pour apporter une réponse appropriée à la question du déficit de l'énergie. C'est le secret. Tous les appels techniques, là, ça ne signifie rien. L'organisation des populations. Populaire. Tant que les gens sont organisés, je vous dis, ça marche. Claire. À l'époque, nous avons décidé qu'on va chasser Marc Miller du Cameroun. À SNO, quand on dit que vous allez partir d'ici. Mais on les a rendu la vie impossible. Quand il rentrait le soir, il va dormir chez une petite, on avait l'information, on dit que hier tu as dormi là-bas. Tu t'es dormi chez telle petite. Mais le gars, c'était l'enfer. On lui a mis, parce qu'en même temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sont venus piller. Et ça pose problème. Mais qui les a recrutés pour amener ici? Ils sont sortis pour avoir la concession. Bien dit. Par exemple, avait échoué partout où elle était passée. On avait échoué au Sénégal, on l'avait chassé. Mais comment a-t-elle fait pour avoir le contrôle au Cameroun? Bonne question. Comment elle a fait? Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit, on va piller. Donc, ils ont mis plein déjà des postes, ils ont même créé des postes de responsabilité qui n'étaient pas nécessaires, pompés d'abord avec des gros salaires, une manière de rapatrier l'argent tous les jours. Un gars, là, on crée un poste machin, ils donnent 6 millions par mois. Or, c'est une couverture pour rapatrier l'argent. Ils ont créé des choses comme ça, ils ont commencé à piller, à ne rien investir. Quand on a commencé à faire les manifestations, ça a changé. Bien sûr. Ça a changé. Bien sûr. Le problème, je vous le dis, tant que les citoyens ne s'organisent pas de manière collective, et c'est là où on a besoin d'une vraie société civile. Bien sûr. Je sais pas ce que tu as à le dire ici. On a besoin d'une vraie société civile. Claire. Voilà là où on attend la société civile. Bien sûr. Voilà où on attend l'action des ONG. Une société civile qui s'occupe de ces choses-là. Vous allez voir, ça va changer. En passant, ce n'est pas seulement ici qu'il y a ça. En Occident, tout à l'heure, Bertrand a parlé de la France d'une certaine manière. Oui, mais nous avons des informations que même là-bas aussi, on surfacture. Il y a des techniques très élevées pour surfacturer. Parce qu'on sait par exemple que très peu de gens ont la capacité d'engager des procédures. Oui, oui. Il y a des avocats qui font le dilatoire pour ces entreprises, les procédures dures. Yes, alors on sait très bien que, c'est une technique, c'est sérieux, hein? On sait très bien que, bon, ok, si on surfacture 10 000 clients, écoutez-moi bien, il y aura sur 10 000 clients moins de 100 qui vont engager une longue procédure. Claire. On décide de surfacturer 10 000 clients. Claire. Les 100 qui ont la procédure dilatoire, à la fin, il y a peut-être 2, 4, ou 5 ou 6 qui ont gain de cause. Si on a surfacturé 10 000 personnes, à hauteur simplement, supposons de 100 francs, elle gagne combien d'entreprises? Ouf, des millions. Mais comment on peut gagner de l'argent sur vous sans même réfléchir? Les entreprises maintenant sont devenues des spécialistes de cette spécialité vous dire là. Toutes les entreprises qui opèrent dans le domaine où il y a le monopole sont devenues des professionnels de ça. C'est-à-dire surfacturer. En misant sur le fait que quand on ira dans les procès, une minorité est capable de suivre les procès. D'où la nécessité d'une société civile digne de son nom qui va prendre ça en charge. Bien sûr. 1. 2. Un État qui se met résolument du côté des vrais droits de l'homme. Bien sûr. Que la puissance publique va accompagner profondément cette dynamique. Si c'est fait, ça va changer immédiatement. Ça va changer immédiatement. Ça va changer certainement. Ça va changer immédiatement. C'est ça le problème. Enio, par exemple, a peur des procédures judiciaires. Je passe son compte. Je vous dis, ils ont peur, Enio. Vous savez pourquoi ils ont peur? Fondamentalement, Enio fonctionne sur le faux. Je vous dis ça, c'est sur le faux et sur l'ignorance des populations. Bien sûr, c'est vrai. Le chantage, j'ai dit, le chantage à l'énergie, ça marche. Quand on dit paye d'abord, on coupe. Quand on coupe, on ne réfléchit plus.
Ça chauffe partout à Douala, personne ne veut me dormir dans le noir. Du coup, seulement pour dire que vous voulez combien. Vous pouvez négocier. Qui Tu verses négocie l'argent le là-bas, il n'y a moratoire. pas de reçu. Clair. Il n'y a pas de reçu. Clair. Imaginez chaque jour, chaque mois, comme ça là, sur un échantillon de consommateurs, on dégage comme ça tous les mois, c'est 2 millions seulement de consommateurs. Parce qu'on nous dit, c'est 2 millions, 2 millions 5 d'abonnés. C'est ça, non? Oui, oui, imaginez sur 2 millions 5 chaque mois. On joue seulement sur 10 000 abonnés. C'est-à-dire, de manière que bon, on essaie de changer chaque fois. 10 000. Vous imaginez les gens qui vont gagner. Beaucoup. Et ça, sans rien faire, hein? Sans rien faire, ils gagnent l'argent. Deuxième chose, il n'est pas normal qu'une entreprise qui est en situation de monopole, qui vend l'énergie, impose des compteurs aux clients. Clair. Mais, docteur, mais il y a un problème. C'est-à-dire qu'on me fait croire que Enio peut donner le compteur aux gens qui vont baisser vos consommations. Du tout. Mais vous êtes sérieux? Du tout. Mais c'est pas normal ça. C'est un abus, docteur Belek. C'est un grave abus. Enio n'a pas à donner des compteurs. Clair. Et si l'État accepte ça dans le cahier des charges, c'est une erreur de l'État camerounais. Vérité. Et ça me surprend parce que on soupçonne même que derrière Enio, je dis on soupçonne, et les barons du régime qui se sont cachés en entreprise privée pour racheter cette structure-là. C'est d'ailleurs le projet de certains barons de racheter beaucoup de pans du pays en se cachant derrière des entreprises privées. C'était le projet de Lando Colonna. Je dis qu'on soupçonne, on vérifie encore, mais moi j'ai tendance à croire, en connaissant leurs habitudes, que c'est de cela qu'il s'agit. Pas loin de ça. On a fait ça avec Envoata. Clair. Les gens sont en prison aujourd'hui parce qu'on s'est caché derrière les Marocains pour vouloir racheter une structure parapublique. Bien sûr. Et le président a frappé très fort. Mais il faut qu'on regarde Enio. Clairement. Il faut qu'on fasse des investigations pour voir. Mais c'est-à-dire que la réalité actionnariale, qui est derrière? Clair. Qui est derrière Enio, justement? Clair. Qui est derrière? Pour la première fois, l'Assemblée nationale du Cameroun était obligée d'interpeller Enio. Pour la première fois. Bien sûr. Les députés, comme à tous, se sont réveillés. Pour essayer d'interpeller Enio. On sort de un long coma. C'est bien. Nous avons apprécié ça. Mais est-ce qu'il est normal qu'une entreprise en situation de monopole impose les compteurs dont elle seule maîtrise les tenants et l'aboutissant technique à ses consommateurs? Bien dit. C'est pas normal ça. Du tout. En tout cas, moi, n'accepte pas ça. Clair. Je ne peux pas accepter ça. Et c'est moi, si nous tombons aux affaires, ça, je ne peux pas accepter ça. Bien sûr, monsieur le L'État Président. peut décider de fournir le Clair. Clair. L'État peut décider de fournir le compteur. Bien sûr. Si elle peut décider de créer des entreprises de transport, elle peut le faire pour le compteur. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi on donne ça? Il faut pouvoir de fournir le compteur aux gens. Bonne question. Et maintenant, on invente le pré-paiement. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est très grave. D'abord, c'est une violation des libertés. Claire. C'est une violation, mais c'est scandaleux. Au nom de quoi Enio m'impose un niveau de consommation par mois. Au nom de quoi Enio m'impose un niveau de consommation? Mais c'est une intrusion dans ma vie privée. Bien sûr. C'est une intrusion, mais c'est très grave. C'est grave, cette affaire. Depuis quand Enio doit nous imposer un rythme de consommation? À travers le pré-paiement. À partir des compteurs qu'elle manipule la volonté. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a une telle élasticité dans la gestion de ce rythme-là qu'elle seule maîtrise. Claire. À partir des serveurs dont on ne sait où ils sont donc, situés. à un moment donné, on peut te dire que c'est fini. Claire. C'est pas encore fini. Ça va finir bientôt. Comme il a dit tout à l'heure, il y a l'appareil qui fait tchac, 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 tchac. Le beeper. Tout ça, c'est pas sérieux, mes amis. Du tout, du tout. C'est pas sérieux. Du tout. Alors, terminons par la scène. Il y a un des anciens gestionnaires qui est en prison. Il vient là pour s'enrichir. D'abord même, l'essentiel des moyens de fonctionnement provient directement de Néo. C'est normal sur le principe, mais les mécanismes qui permettent de collecter cet argent créent un boulevard qui permet à Néo de faire de Arcel son garçon de course. Claire. Mais c'est de là qu'il s'agit. Ils sont pour la plupart les garçons de course de Néo. Mais là encore, pourquoi c'est possible? Parce qu'il manque le principal interlocuteur, la principale force qui devait dynamiser tout ça. C'est l'organisation des citoyens. Bien sûr. S'il y avait les citoyens organisés,
même Arcel se mettrait en ordre. Il n'aurait pas le choix. Parce qu'il suffirait de traquer les comportements des agents de l'Arcel et de les rendre publics pour qu'ils se ressaisissent. Claire. Pas la simple publicité. Je l'ai vu quand nous combattions à l'Arcel. J'ai vu ce que ça peut faire. J'ai vu. On a vu ça. Il suffit de savoir, de connaître le cahier des charges, d'être organisé, et ils se mettent à genoux. Ils n'auront pas le choix. Ils se mettent à genoux. Donc le débat, il est là. Chacun doit s'engager. La vie publique implique de la citoyenneté. Bien sûr. Je rappelle ça. La vie publique implique de la citoyenneté. L'État ne peut pas tout faire. Claire. Attention, hein. L'État a des limites structurelles parce que c'est l'État. Si les populations ne sont pas citoyennes, c'est-à-dire les gardiens de la cité, ça, le mot citoyen provient de ça. Les citoyens sont les gardiens de la cité. On n'a pas dit que c'est l'État qui est gardien de la cité. L'État a le pouvoir. Mais les citoyens sont les gardiens de la cité. Être citoyen a un prix. Alors, je ne sais pas. Soit il y a un déphasage anthropologique entre les cultures africaines et l'idée même de la cité. Je vais vous rappeler que c'est une invention de vos ancêtres, la cité, la vie publique. Soit il y a un déficit de notre part qu'il faut rattraper. On n'est pas un citoyen sans comprendre les devoirs qui sont liés à ça. Claire. Il y a des puissances et des forces qui agissent dans une cité. Il y en a qui sont mieux organisés que les autres. Les entreprises, les pouvoirs d'État. Le principe, c'est que qu'un pouvoir organisé est là, il a tendance à opprimer de manière naturelle. Sauf si en face de lui, aussi simple que ça. Claire. Donc il faut que les citoyens s'organisent. Davantage. Et il faut aussi que, là je suis d'accord avec lui, qu'une nouvelle génération d'hommes politiques émerge dans notre pays. Bien sûr. On n'a pas le choix. Il faut ça. Bien sûr. C'est-à-dire, Bien sûr. qui va aborder ces choses-là autrement. La génération qui est là, pour la partie la plus saine de cette génération, nos papas, ont fait ce qu'ils ont pu. Le président camerounais se bat comme il peut. Mais les défis de notre génération ne sont pas leurs défis. Bien sûr. Il faut une nouvelle génération d'hommes politiques et de citoyens Bien qui vont sûr. aborder le problème de leur pays autrement, en termes de responsabilité, en termes de comment dire ça, c'est-à-dire que de sentir que c'est notre chose à nous. Claire. Je termine avec les questions de grandes infrastructures que Bertrand a convoquées. Les infrastructures régionales et tout, et tout, et tout. Mais ce serait très possible. La moindre des choses, c'est même ça. C'est ce à quoi devrait servir l'organisation sous-régionale. Mais pour ça, il faut qu'elles revoient leur thème de référence. La CEMA, tout ça. Au départ, c'est la douane. C'est-à-dire, c'est liquider les barrières douanières. Voilà. On n'en est pas sorti jusqu'à aujourd'hui. Quand on a ajouté un peu, on dit, bon, on fait un programme de réforme économique, le pré-CEMAC, programme de réforme économique. Tout ça pour faire plaisir au FMI à la Banque mondiale. Claire. Mais ce n'est pas ça le rôle qu'on attend de ça. Du tout. Du C'est tout. pas ça leur rôle. Du tout. Il y a une vraie organisation panafricaniste que j'appelle le panafricanisme régional et sous-régional, Bien sûr. qui est différent du régionalisme. Attention, l'histoire d'intégration régionale et sous-régionale, ce sont les Illuminati et la Banque mondiale. Ça, ce sont nos affaires. Ça. Nous, les Africains, on dit panafricanisme sous-régional et régional. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Donc, les panafricanistes, c'est justement ça. Mutualiser la construction d'infrastructures de grande portée structurante. Ça, on mutualise ça au niveau sous-régional. On monte au niveau régional. On monte au niveau panafricain. Panafricain. Mais première condition, dissolution de l'Union africaine. Bien sûr. Organisation vaurienne, comme je dis souvent. Vaurienne. Vaurien. Vaurien. L'Union africaine, organisation vaurienne. C'est à rien. Ce sont les employés de l'Union européenne. Claire. Tous ces grands projets structurants d'envergure continentale sur le journal, c'est la mission même de l'organisation continentale. Bien sûr. C'est son rôle. Mais ce sont les salariés. Ils attendent le salaire à la fin du mois qui vient de l'Union européenne. Si l'Union européenne ne paye pas, ils vont pleurer que on n'a pas fait un autre salaire. On n'a pas fait, ils commencent à revendiquer les salaires de fin du mois. Donc il n'y a rien à attendre. Il faut dissoudre ça. Claire. Les histoires de zones de libre-échange, machin, c'est du n'importe quoi. Claire. Ça signifie rien du tout. Du tout. C'est du n'importe quoi. Claire. Donc, c'est comme, de mon point de vue, c'est comme ça qu'il faut aborder la question. Donc, bien sûr. Le NMP est clair. À moyen et long terme, c'est ce que je vous dis. Moi, je vous dis par exemple, moi, si nous sommes au pouvoir, qu'est-ce qui empêche l'État d'organiser la vraie société civile? Je pose une question. That is the question. Les mondialistes, qu'est-ce qu'ils font? Qui finance les organisations de journalistes?
62. Avec les États français et les multinationaux, National. ils ont anticipé pour dire que non, il faut qu'on contrôle certains leviers de puissance. Les journalistes, ils ont fait voter des lois dans les pays occidentaux où les journalistes ne sont pas responsables de ce qu'ils disent. Écoutez bien, hein? Terrible. Donc, ils peuvent dire n'importe quoi, on ne peut pas les poursuivre. Ils peuvent reprendre à leur compte les discours pro-vaccin. Dire ce qui plause de l'Illuminati. Vous ne pouvez pas les porter plainte parce qu'il y a des lois qui les protègent. On les fait voter auparavant. Claire. Pareil pour les vaccins, les gars qui produisent des vaccins, ils sont protégés sur le plan légal. Il est difficilement qu'on les attaque parce qu'auparavant, ils ont fait voter des lois qui les protègent. Ah oui, mesdames, messieurs, qui les protègent. Ils ont anticipé. Ils ont anticipé, oui. Les Zuckerberg, là, la censure qu'ils font là, ils ont voté des lois qui les protègent. Zuckerberg, on peut seulement le convoquer au Congrès américain pour dire que viens t'expliquer, mais on ne peut pas le poursuivre. Claire. Ils sont la loi. Parce que le lobbying auparavant, les gars préparent des choses, ils anticipent, ils planifient. Et nous, on subit les conséquences, on se met à pleurnicher. À un moment donné, il faut que ces choses-là changent. Bien Il sûr. faut savoir anticiper. Bien sûr. Qu'est-ce qui empêche les États africains d'anticiper sur la société civile et de retourner les armes de l'Occident contre eux? Claire. C'est facile à faire. Si moi je suis un État patriote qui est mon population, je vous donne une concession par derrière, je finance mes sociétés civiles, on me le fait. Claire. Ça, c'est la haute stratégie politique. Et pas ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Donc, Dr Nouka a raison quand il m'a dit, président, il y a des choses qui te regardent. C'est vous les hommes politiques. Il a raison. Moi, je ne peux pas dire qu'il a raison. Moi, j'ai dit, je vais assumer cette partie de ton exposé. Il a raison. Parce qu'il y a des choses qui relèvent de la politique. Bien sûr. Où des politiques démissionnent. Parce que des ministres veulent seulement être milliardaires. Il faut dire la vérité. Quand des ministres veulent être milliardaires parce qu'ils veulent remplacer le président après lui, tout ce que le président fait, on sabote. Claire. On va négocier la nuit, on vous dit, on vous confie les dossiers de concession, vous allez négocier la nuit avec ceux qui veulent venir l'acheter. Vous allez les voir pour dire que non, on va baisser le prix de la concession, virez ça dans le compte. Et on vend le poste à un bandit comme Bolloré. Claire. On vend les bijoux de famille moins chers à des bandits. Claire. Parce qu'entre-temps, des ministres, ceux à qui le président a confié la compétence pour négocier, ont des milliards à Miami, des villas à Miami, des villas à Paris, machin comme ça, on l'achetait ça pour eux. Mais voilà le problème. Voilà une des raisons pourquoi ça plombe. Bien sûr. Voilà une des raisons pourquoi ça plombe. Il faut dire ces choses-là. Je ne pense pas que le Cameroun est plein d'incompétents au niveau de l'État pour que les dossiers comme cela soient constamment plombés, mal négociés, sabotés. Alors que quand vous voyez les termes de référence, quand vous lisez nos textes, mais il n'y a pas d'eux dans le monde. Il n'y a pas d'eux. Parce que le président camerounais, c'est un légaliste. C'est-à-dire nos textes sont les meilleurs dans le monde. Les textes camerounais. Mais pourquoi on n'applique pas ça? Quand on va négocier, pourquoi on n'applique pas ça? Même quand la Banque mondiale dit pour une fois de donner une entreprise à quelqu'un qui est plus compétent, la question du port, Dupuis, Dobi. Jacques Dupuis-Dobi. Même le rail. Des barons du gouvernement qui veulent être milliardaires passent par derrière, sabotent, trafiquent des choses, on donne ça à un feignant, un tueur, un bandit. Claire. Qui organise les accidents à Ezeka. Oh. Il organise ça. Criminel. Et c'est lui qui décide comment on va te qualifier. À quel niveau tu es un sinistré, quel est le niveau de ton sinistre. C'est lui. Il a même ta assureur. À la fin, personne est en prison. Et il prétend qu'il faut encore lui donner la concession. Il va peindre les vieux trains de 1960. Il repeint ça. Les gens sont contents. On va voyager. On repeint les murs. On va voyager. On va prendre l'Intercity. L'Intercity, c'est les affaires des années 60. Années 45. Il a repeint ça. Il a repeint ça pour les besoins de la cause. Et nos ministres étaient en première ligne. Alors peut-être les affaires de l'État sont compliquées. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Je suis ici. Mais on voit quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses là qui ne vont pas bien. Et on peut faire mieux par rapport à ça. Donc je pense que je ne me suis pas deviné. Hein. Bien sûr. J'ai tenu ma parole. Bien sûr. Donc il y a des choses qu'on doit faire. Et le NMP va travailler pour que ces choses-là soient faites. En attendant, organisez-vous contre Néo. Organisez-vous. Créez des associations de consommateurs. Organisez-vous. 2, 3, 4, 5 personnes qui vont à Néo pour revendiquer leurs droits. Ce n'est pas la même chose qu'une personne qui va là-bas. J'ai vérifié ça, je vous dis. Ce n'est pas la même chose. Claire. Je vous remercie. Monsieur le Président du Congrès, vous avez la parole.
La capacité de production d'électricité globale des 48 pays d'Afrique subsaharienne est d'environ 80 gigawatts. Pourtant, la Corée du Sud à elle seule dispose d'une capacité de production supérieure. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.